À la fin de la Seconde Guerre mondiale, partout en Europe, des villes entières sont ravagées. Des millions de civils viennent de vivre l'enfer des bombardements aériens. Après le chaos, ces villes vont renaître sur leurs cendres. Terrain d'expression des architectes et des urbanistes les plus renommés, elles sont nettoyées, soignées et réinventées. Mais quel est le quotidien d'une population qui a tout perdu? Comment redonner vie et réinvestir une ville morte? En France, Le Havre est à la fois le symbole de l'horreur des bombardements et de l'espoir de la reconstruction. Après avoir subi plus d'une centaine d'attaques britanniques, le centre est rayé de la carte en seulement 2 jours. Mais l'un des plus grands architectes français, Auguste Perret, va faire émerger une nouvelle ville moderne et conceptuelle. Le visage du Havre est unique au monde. Nulle part ailleurs que dans ce port français, on ne trouve une telle unité et une telle cohérence sur un espace aussi grand. Avec ses bâtiments symétriques et ses rues rectilignes, le centre-ville se détache dans le paysage urbain comme un anachronisme. Pour certains, c'est un ensemble de béton gris, monotone et austère. Pour d'autres, c'est un joyau de l'architecture et de la modernité. Mais ce centre géométrique incarne avant tout le destin tragique de toute une population martyrisée, traumatisée, puis privée de son passé. Je suis née et j'ai grandi dans une ville superbe et extraordinaire. Une fois par mois le dimanche, mes parents nous emmenaient au café de la rue de Paris pour écouter un concert. Je me souviens de l'animation dans les quartiers Saint-François et Notre-Dame, quand les bateaux arrivaient et que les matelots ou les pêcheurs débarquaient. Avant la Seconde Guerre mondiale, le port de la Manche bouillonne d'activité. C'est la porte d'entrée principale en Europe continentale. Les marchandises et les passagers affluent à bord des paquebots transatlantiques. Parmi les habitants, il y a ceux qui ont fait fortune dans le négoce de café ou de coton et qui vivent dans les belles demeures sur les hauteurs. Tandis que les dockers et les marins habitent au cœur des quartiers historiques dans des taudis sordides. C'est aussi une ville balnéaire et touristique, avec une architecture raffinée. Les bâtiments étaient de beaux bâtiments. Je prends l'exemple de l'Hôtel de Ville, c'est le même architecte que celui qui a construit l'Hôtel de Ville de Paris. Et il y avait également de très très belles maisons, des maisons à pans de bois, des maisons qui dataient des origines de la ville. Le visage du Havre s'est métamorphosé, quand un déluge venu de la mer s'est abattu sur la ville. La population locale a connu la plus longue et la plus violente tempête de son histoire, dès les premières heures de l'occupation allemande. Début juin 1940, les armées françaises et britanniques sont en déroute face à la puissance de la Wehrmacht. Des milliers de Havrais s'enfuient en exode. Le 13 juin, la ville est occupée par les Allemands qui préparent alors l'invasion de l'Angleterre en rassemblant ce qu'ils peuvent de péniches et de bateaux. Les Havrais sont dépossédés de leur port. C'est le début du cauchemar. Car en représailles, les bombardiers anglais attaquent dès septembre 1940. Quasiment chaque nuit, l'aviation britannique vient pour bombarder ce port. Ça endommage bien sûr des quartiers limitrophes, des maisons. Et c'est à ce moment déjà que la population va, le soir, sortir du Havre pour pouvoir aller se réfugier à l'extérieur de la ville. Pendant toute la guerre, les bombes alliées, imprécises, frappent des immeubles, des habitations et des usines au hasard à travers la ville.
la population impuissante n'est jamais épargnée. Qui n'a pas connu de tels moments ne sait pas, ne peut pas savoir quelle toute petite chose nous sommes dans le cours du temps, et quel brin d'herbe, quel moucheron nous représentons pour les génies du mal sur Terre et tous les responsables de cette guerre atroce. Stupidité de guerre. À partir de 1942, le destin tragique des Havrais va être définitivement scellé, quand les Allemands construisent le mur de l'Atlantique pour se protéger d'un débarquement allié. À partir de 1942 et jusqu'aux événements de 1944, Le Havre progressivement va devenir une place forte. Et plus les années vont passer, plus les fortifications vont être importantes, et jusqu'à devenir une Festung, une forteresse, donc on va dire quelque chose d'impénétrable. En 2 ans, 450 blocos de béton sont installés sur la plage, sur les falaises et dans le port, dont par exemple un immense bunker pour une base navale. Les habitants vivent désormais dans une cité fortifiée, que les Alliés ne vont pas pouvoir libérer par la mer. Le débarquement a lieu en Normandie. Là, de l'autre côté, on voit les plages presque d'ici, de là où nous sommes. Et Le Havre n'est libéré que 3 mois après. Pourquoi ? C'est que tout simplement que le mur, c'était ce que j'appellerais une force de dissuasion. Il faut imaginer que le 6 juin 1944, les Havrais assistent, médusés, au débarquement de Normandie, qui se déroule à quelques dizaines de kilomètres seulement. Après plus de 120 bombardements britanniques, ils sont alors éprouvés mais pleins d'espoir. Leur cauchemar est pourtant loin d'être terminé. Après avoir contourné les puissantes défenses allemandes qui protègent la plage et les hauteurs de la ville, les Alliés vont déclencher un cataclysme pour faire tomber la forteresse. Le 14 juin 1944, les bombardiers de la Royal Air Force visent le port avec d'immenses bombes de plus de 5 tonnes, surnommées les Tall Boys. Avec une forme aérodynamique et une coque en acier renforcée, le Tall Boys prend de la vitesse et pénètre les blocos les plus épais lors de l'impact. Puis 3 puissantes déflagrations provoquent un effet sismique dévastateur. Cette nouvelle attaque anéantit en partie le port et la base navale allemande, mais aussi les quartiers habités. Ce bombardement du 14-15 juin 1944, qui est un bombardement fulgurant, dont on parle très peu, mais qui est presque, j'allais dire, le précurseur de tout ce qui va se passer derrière. On n'est plus dans la destruction de 40 ou de 41. On a déjà des armes, des moyens de destruction massifs, lourds. Que va-t-il nous arriver ? La libération semblait si proche. Nous avons tant souffert. Notre ville n'a pas été épargnée. Nous ne pensions plus être touchés. Pendant les semaines suivantes, les combats de la bataille de Normandie sont destructeurs et très meurtriers. Mais Le Havre n'est toujours pas libéré. Au mois d'août 1944, l'armée allemande est proche de la déroute. Le front s'étire alors sur plus de 400 km et il ne faut pas laisser aux Allemands le temps de se réorganiser. Les plages du débarquement ne suffisent pas. Il faut absolument un port, et un port à eau profonde pour ravitailler les troupes alliées. Pour les Alliés, Le Havre est un noyau dur, donc il faut trouver un moyen pour percer. Il va falloir trouver un moyen pour percer cette écorce et pénétrer dans la ville pour récupérer le port. Début septembre 1944, le premier corps de l'armée britannique encercle l'agglomération sous le commandement du lieutenant-général John Crocker. Dans la forteresse havraise, 12 000 soldats allemands sont retranchés sous les ordres du colonel Eberhard Wildermuth. En prenant son commandement, il a prêté serment à Hitler de ne pas se rendre. Il faut se battre jusqu'au dernier homme, jusqu'à la mort. Face à ces fortifications et une telle détermination, un assaut terrestre prendrait plusieurs semaines, mais les Alliés sont pressés. L'utilisation de l'aviation, c'est-à-dire un gros bombardement, était une certitude pour Crocker dès le départ. Sauf
si il pouvait convaincre Wildermuth à se rendre. Le soir du 3 septembre, le général Crocker menace les Allemands d'un bombardement massif s'ils ne se rendent pas. Wildermuth refuse tout net de se rendre. Ce serait contraire à son serment. Par contre, il demande 48 heures de trêve pour faire évacuer les civils. Dans l'agglomération assiégée, près de 60 000 habitants sont pris au piège et attendent dans l'angoisse. Tout le monde va chercher sa fiche d'évacuation, mais personne ne part. Journée calme, quelques explosions. D'un moment à l'autre, on s'attend à une attaque et à un bombardement, les Allemands voulant défendre la ville. Ce moment fatidique arrive le 5 septembre, quand le général anglais refuse l'évacuation et met sa menace à exécution. Quelques heures plus tard dans la soirée, le destin des Havrais bascule dans l'horreur. Le centre du Havre, encore fumant, est ravagé. Un déluge de feu et d'acier s'est abattu sur le cœur historique. Plus de 300 bombardiers de la Royal Air Force ont lâché près de 1900 tonnes d'explosifs et d'engins incendiaires. Inimaginable, bombardement qui dure 2 heures et qui va complètement anéantir la ville. C'est sur un quartier, on va dire, allez, sur un carré, pardon, d'à peu près 1 kilomètre par 1 kilomètre. Hein. On ne s'attend pas du tout à ce qu'il y ait autant de bombardiers avec une puissance aussi importante de bombes. Le tonnage de bombes qui a été utilisé sur le bombardement, sur une surface aussi réduite, mais c'est surdimensionné par rapport à la surface à bombarder. En 6 vagues, c'est affreux. Affreux, les gens qui sont pris là-dessous sont pris au piège, complètement. Ces clichés sont pris sous les obus et dans le fracas des explosions par 2 photographes locaux, Gilbert Fernéz et Marcel Maillard. Ils ont immortalisé l'apocalypse où parfois les ombres furtives des survivants apparaissent parmi la fumée et la poussière. Les avions partis, les flammes dévorent les restes de la ville jusqu'au petit matin. L'aube se lève sur la ville en ruine. Sous un pâle soleil de septembre, nous pouvons mieux mesurer l'étendue du désastre. Les visages sont graves, les traits contractés, les yeux durs et impitoyables. Beaucoup périssent asphyxiés ou carbonisés dans les abris ou dans les décombres de leurs maisons, sans que nous puissions les en déloger. Les Havrais n'ont pas le temps de retrouver les disparus et de pleurer leurs morts. Dès le soir du 6 septembre, les avions anglais reviennent. Cette fois, 1500 tonnes de bombes sont lâchées à l'est de l'agglomération sur les quartiers d'Applemont et de Cocrioville. Dans cette tragédie générale, un drame humain va marquer toute la population par son atrocité. C'est le 6 que se produit l'une des plus grosses tragédies des bombardements, c'est-à-dire la destruction du tunnel Jenner, un tunnel en construction entre la ville haute et la ville basse, où de nombreux civils avaient cherché l'abri. Le tunnel Jenner se situe dans la falaise qui domine le Havre, et comme un symbole, sous un cimetière où reposent aujourd'hui de nombreuses victimes des bombardements. En 1944, seule l'une des 2 galeries est totalement creusée, l'autre est encore en travaux et se termine en impasse. Lors du bombardement du 6 septembre, les civils se précipitent dans cet abri de fortune, mais une bombe provoque un effondrement à l'entrée. 326 personnes se retrouvent coincées à l'intérieur. Les équipes de secouristes qui ont percé ce puits, on va dire, pour aller jusqu'à atteindre le ciel de voûte de la galerie, n'ont pu déboucher qu'au matin du 7 septembre. Donc sur les 326 personnes, 319 sont mortes, asphyxiées. Mon père était un miraculé, puisque lui, le 5 septembre, il était en dehors de la zone de ce bombardement.
Et le 6 septembre, il est monté avec sa mère se réfugier au tunnel Génère, mais il était dans la bonne galerie. C'est la panique dans la galerie, hein. Faut s'imaginer. On ne sait pas ce qui se passe, il s'est tombé à côté, mais pas loin. Après un tel carnage, les Havrais attendent leur libération dans la douleur, l'espoir et la peur. Le général Crocker lance son assaut final le 10 septembre. Une nuée de 900 bombardiers déverse 4500 tonnes d'obus sur les positions allemandes. Après ce bombardement, les combats sont rapides. Les fantassins et les chars alliés investissent la ville en quelques heures. Le colonel Wildermuth et plus de 11 000 Allemands sont faits prisonniers. Le 12 septembre 1944, le drapeau français et la croix de Lorraine sont hissés. Les Havrais sont libérés. Nous sommes vivants, Dieu merci. Mais la pensée de tous ces morts nous empêche de nous lever à la joie. Nos libérateurs s'étonnent que nos saluts sincères et pleins d'émotion ne soient pas des acclamations délirantes. Nous voudrions les acclamer, mais les mots restent dans la gorge. L'âme de la ville est en ruine. Les fenêtres des murs rescapés sont désormais ouvertes sur le vide et la folie meurtrière de la guerre. En une seule semaine, plus de 2500 personnes sont mortes sous une pluie inimaginable de 10 000 tonnes de bombes. À titre de comparaison, tout le Royaume-Uni, pendant toute la guerre, a reçu dans les 75 000 tonnes de bombes. C'est-à-dire, en une semaine, la Royal Air Force a lancé sur le Havre le 7e à peu près de ce qui a été lancé par la Luftwaffe sur toute la Grande-Bretagne pendant toute la guerre. C'est énorme. L'incompréhension des Havrais est totale. Pourquoi des Britanniques, des Alliés, ont-ils ciblé le centre occupé par les civils et non les défenses allemandes situées sur les hauteurs de la ville? Là, ça reste quand même l'un des mystères du bombardement du Havre, le choix de cette zone-là comme cible. En effet, si on regarde les cartes alliées, il y a des zones indiquées comme QG allemand, comme caserne allemande, etc. Donc il y avait peut-être lieu pour Crocker de croire que c'était ici que se trouvait le cœur de la défense allemande. Au fait, il n'en était rien. Il y aurait eu des résistants amateurs, des résistants de la dernière heure, qui auraient informé les Alliés de points stratégiques occupés par les Allemands dans la ville basse et qui, en quelque sorte, auraient trompé l'état-major allié. Le centre-ville du Havre aurait donc été détruit à la suite d'une terrible erreur. Un destin tragique et douloureux, d'autant plus difficile à accepter pour une population martyrisée. 80 000 habitants sont sinistrés et des milliers de personnes errent à travers les décombres, sans abri. Qui n'a pas perdu dans sa famille quelqu'un? Ou des biens, ou une maison? Pour certains, il n'y avait plus rien. Plus rien. Parfois des membres de la famille qui étaient disparus, et en plus, plus de maison, plus rien. Plus de meubles, plus rien. Vous vous retrouvez du jour au lendemain sans rien. Sur les cartes établies après la guerre, les zones noires indiquent les parties totalement dévastées dans le port, l'approche périphérie et tout le cœur historique. Sur une surface immense de 150 hectares, plus de 10 000 immeubles et maisons sont éventrés, effondrés ou réduits en poussière. 3 mois après le débarquement des Alliés, la cité fondée par François Ier est libre, mais n'est plus qu'une immense mer de ruines. Ceux et celles qui viennent de survivre à l'apocalypse sont choqués, submergés par la tristesse et l'amertume.
Parmi les morts, il n'y a pas que des êtres humains. Il y a hélas la ville elle-même. Tout ce qui formait le centre, tout ce qui avait abrité le passé de 4 siècles d'histoire est transformé en champ de ruines. Dans la ville assassinée, les libérateurs comprennent notre affreux chagrin en voyant le champ de carnage fait par les aviateurs. C'est une ville en deuil, c'est une ville qui pour une bonne part n'existe plus, c'est une mémoire disparue et c'est une gestion du quotidien épouvantable, complètement épouvantable. Pour ces survivants, le plus dur commence. Une nouvelle vie dans la détresse et la précarité. C'est à divaguer, à se faire exploser le cerveau. Nous ne sommes plus que des morts en sursis. On nous a retiré notre raison de vivre. La population met son mouchoir un peu sur sa mémoire. Comment voulez-vous on comprend que les Havrais n'aient jamais parlé de cette libération, entre guillemets, qui est plutôt vécue comme une condamnation, j'allais dire. Comment se relever d'un tel cauchemar? Comment reprendre espoir alors que l'on est traumatisé et endeuillé? Les Havrais vont devoir chasser les fantômes qui logent désormais au cœur même de leur centre-ville dévasté. Les arbres du square Saint-Roch ont repoussé, mais ce sont bien ces pelouses et ces allées qui ont accueilli les morts de cette terrible hécatombe. Après les bombardements, le jardin anglais du 19e siècle n'est plus qu'un champ de désolation, avec pour seul rescapé les squelettes de quelques arbres. Tout autour, les Havrais cherchent des survivants et enterrent leurs morts. Ce fut l'enfer. Les restes que l'on retrouve, on les enterre provisoirement. Des odeurs de charnier passent dans l'air, malgré les pluies torrentielles arrivées trop tard. Face à l'étendue du massacre, les victimes sont inhumées dans l'urgence, un peu partout dans la ville. Les places publiques, les jardins et les squares se transforment en sinistres cimetières. Je ne veux plus retourner là-bas dans le centre-ville. J'y ai trop de souvenirs, trop d'amis disparus, trop de fantômes du passé. Les cercueils seront excavés en 1948 pour retrouver la paix d'un vrai tombeau. Des historiens essaient encore aujourd'hui de faire la lumière sur le nombre exact de victimes des bombardements de septembre 1944. Le recensement n'est pas terminé, on est encore en train d'y travailler en essayant effectivement de recouper un certain nombre d'informations pour pouvoir établir au mieux la liste des personnes disparues, sachant qu'on n'arrivera vraisemblablement pas à une liste exhaustive et précise. Selon ces dernières recherches, le décompte macabre tourne autour de 2500 morts et disparus. La difficulté, c'est que dans un bombardement de cette nature-là, un véritable tapis de bombes, effectivement, on imagine bien qu'il est compliqué de retrouver les personnes et surtout de pouvoir les identifier. Les archives de la ville conservent des listes entières d'anonymes et de corps déchiquetés, tandis que les victimes identifiées ont désormais leur nom gravé sur une sculpture massive située au centre de la ville. Peu de personnes se souviennent que cette statue représente la victoire de 14-18. Désormais, c'est le monument aux morts, dédié aux milliers de civils décédés sous les bombes lors de la Seconde Guerre mondiale. Si ce vestige du passé pouvait parler, il nous raconterait aussi la difficulté de se relever pour les survivants, lui qui était aux premières loges de la longue renaissance du Havre. Ma mémoire est peuplée de souvenirs confus de maisons en ruine, de décombres et de bâtiments qui se perdent dans la brume du port. Je ne me suis jamais débarrassée de ces images, celles de terrains remplis de ferrailles tordues, en équilibre dans le vide. En ce mois d'octobre 1944, une fois les morts enterrés, les sinistrés cherchent leurs effets personnels ou du bois de chauffage parmi les gravats. L'heure est à la débrouille, à la survie. C'est l'urgence absolue, mais la municipalité n'a presque plus de moyens. Je n'ai plus de toit, plus de lit, plus de cuisine. En tant que sinistré, on m'a distribué une simple couverture et une gamelle. Nous dormons entassés à plusieurs dans une cave qui nous sert de dortoir. Où aller sinon? Quel désespoir.
tout a été réquisitionné, hein. Donc les caves, les gens ils vivaient dans des caves qui avaient été un peu aménagées façon, mais c'était quand même des caves, hein. Mais il y avait une entraide très grande. Donc les maisons dites de la côte, hein, par exemple, qui étaient les grandes maisons de notables, livraient sans problème leur sous-sol, des parties, les communs, etc., etc. Il y avait quand même... tout était réquisitionné. Alors que les plus démunis se construisent des abris de fortune avec ce qu'ils trouvent de planches et de tôles, depuis quelques jours, les troupes américaines débarquent en nombre sur le quai Georges Clemenceau. 1 million de soldats vont accoster pour aller se battre. Mais le sort de la population havraise n'est pas leur priorité. Et tout est fait pour remettre en service le port, les quais le plus rapidement possible, et assez peu pour subvenir aux besoins des civils. Il n'y a pas d'aide psychologique, il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas d'assistance, si ce n'est la bonne volonté qui peut s'exprimer. Mais vous voyez, il n'y a pas dans le chaos en fait que constitue la libération. Il y a tellement d'urgences à gérer, tellement de problématiques à régler, que ce qui va être urgent, c'est l'effort militaire, c'est le ravitaillement, et le reste, voilà. Les gens doivent se débrouiller. Une visite va alors changer l'avenir de la ville et de sa population. À peine arrivé en France, le général de Gaulle fait la tournée des villes normandes tout juste libérées. Le chef du gouvernement provisoire de la République française est accueilli partout dans la liesse, sauf le 7 octobre au Havre, où l'heure est au recueillement. Devant quelques milliers de Havrais, le général rend hommage aux victimes des bombardements, puis exhorte la ville blessée à se relever et se reconstruire. Touché par l'ampleur du désastre, il décide de faire du Havre le symbole de la renaissance du pays. Le choix de son gouvernement se dirige alors vers un homme, Auguste Perret. C'est une notoriété. On l'admire, c'est une vraie référence. Donc il est très lié au milieu artistique parisien, officiel, etc. C'est le maître. À 71 ans, le maître est l'influent président de l'Ordre des architectes, nommé par le maréchal Pétain. Et c'est le seul à disposer d'un atelier assez grand où travaillent d'anciens élèves comme Jacques Tournant. Donc ils avaient commencé à réfléchir non pas au chantier tel qu'il fut et qui leur a été confié, mais ils avaient quand même commencé à réfléchir un peu à ce qu'il faudrait faire au moment venu. Et donc ils ont poussé à ce que Auguste Perret puisse avoir un chantier conséquent pour la reconstruction. Grâce à ce lobbying, le plus grand chantier de France et d'Europe est confié à Perret en février 1945. La reconstruction du Havre devient un enjeu politique, mais en attendant du concret, les sinistrés havrais subsistent dans une profonde misère. L'hiver 45, dont le froid et la neige, sera fatal pour beaucoup d'entre eux. Nous sommes des gens de mer, habitués à la fatalité et au malheur, tous embarqués sur le même navire. Mais qu'il nous en faut de la ténacité et du courage pour surmonter toutes ces souffrances. Le temps que commence le chantier qui fera renaître le Havre, ce sont les Américains qui vont finalement parer au plus pressé, en réparant l'identité originelle de la ville, son port. Pendant 2 ans, 40 000 ingénieurs et ouvriers américains réparent les 17 km de quais et d'installations ravagés par les explosifs. Ils nettoient les bassins encombrés de centaines d'épaves et déminent les bombes restantes. Le Havre devient un port de transit pour l'armée américaine et à partir de la victoire de mai 1945, 2,5 millions de soldats démobilisés y embarquent pour rentrer chez eux. La population havraise, sans ressources, vit cette présence massive comme une seconde occupation. Les Américains s'approprient beaucoup des bâtiments qui restent debout, ils s'organisent à leur guise. Donc il y a à coup sûr un ressentiment auprès des Havrais qui s'exprime par
un glissement de langage. On parle des autorités alliées, mais aussi, des fois, des autorités occupantes. Quand les Américains quittent le Havre, dès 1946, ils ne laissent pas que des mauvais souvenirs. Ils abandonnent de gigantesques campements dont les cabanes en bois ou en tôle vont servir de logement aux sinistrés. Appelés par des noms de marques américaines de tabac, les camps cigarettes peuvent accueillir près de 18 000 personnes à travers l'agglomération. Comme des réfugiés dans leur propre ville, certains Havrais vivront plus de 10 ans dans ces petits villages, comme par exemple dans la forêt de Montjon ou sur le boulevard François Ier, en plein centre-ville. Mes parents habitaient sur le boulevard François Ier et on avait ce qu'on appelait le camp François Ier à côté, qui était un camp gigantesque. C'était des camps provisoires avec des points d'eau centraux. Il n'y avait pas les commodités à l'intérieur des bâtiments. On appelait ça les baraquements, à vrai dire. Hein. C'était ça. Il y avait vraiment une vie dans cette cité et dans les autres aussi qui était très particulière, avec ce sentiment de fraternité qui unissait les gens. Entre les Havrais, le premier ciment de la reconstruction est celui de la solidarité. Les générations étaient très mélangées du coup. Hein, il y avait voilà, des anciens qui avaient dû être logés, mais il y en avait aussi qui ouvraient leur maison à des plus jeunes. Donc il y a eu comme ça une espèce d'émulation, oui, pour se reconstruire. Je dors dans une baraque en bois. C'est mieux que rien, mais c'est spartiate, sans eau courante. Il fait froid. Mais on reste propre et bien habillé. On garde notre dignité. Tandis que le quotidien s'organise tant bien que mal dans les camps provisoires, les Havrais retrouvent enfin leur port. Réhabilités, ils donnent un nouveau souffle à la ville dévastée et surtout du travail aux habitants. Mais la reconstruction tarde toujours à se mettre en place dans le centre, où il reste tant de gravats à déblayer. À partir d'automne 1944, alors que la vie reprend au milieu des décombres, plus de 3 millions de mètres cubes de briques, de cendres et de ferraille recouvrent les rues du centre. Les rescapés commencent par récupérer ce qu'ils peuvent. D'immenses monticules se forment. Ce sont des briques qui serviront à refaire les premiers logements. C'est harassant de faire ça à la main, avec quelques pelles et des brouettes. Mais sur certains chantiers, on peut être payé à l'heure, ou même à la brique. Dans ce paysage de fin du monde, il y a aussi des engins que personne n'avait jamais vus, des bulldozers américains. Ce sont eux qui dégagent les premières routes. Mais comme il y a trop de débris pour pouvoir les évacuer, ils sont aplanis directement sur place. Quand Auguste Perret prend le chantier en 1945, sa feuille de route est claire. Reconstruire vite et de façon économique. Mais faut-il tout refaire à l'identique ou tout recommencer ? La solution de Perret est radicale. Ce que je veux, c'est faire quelque chose de neuf et de durable. Puisque nous sommes à zéro, il faut en profiter pour partir sur des bases nouvelles. L'architecte et ses élèves imaginent une nouvelle ville idéale. Ils veulent faire table rase du passé en créant une dalle à plus de 3 mètres au-dessus des ruines. Ils veulent faire une nouvelle ville. Quelqu'un qui n'est pas d'ici mais de Paris. Quelle idée saugrenue. Nous, tout ce qu'on veut, c'est retrouver notre chère ville. Mais surtout, un toit pour dormir. La municipalité refuse le plan. Perret va devoir faire des compromis. Il abandonne son projet de dalle et divise la trame urbaine de façon rectiligne, comme un damier, en modifiant l'ancien tracé et en supprimant plusieurs rues. Mais il accepte de conserver les 3 axes historiques de la ville. De la même façon que les Américains, il rassemble alors les ruines au niveau des rues, puis s'en sert comme remblais, dans lesquels il installe les canalisations. Certaines parties de la ville se trouvent ainsi surélevées de 1 à 3 mètres. Plusieurs escaliers rappellent que si l'ancien Havre a disparu, ses cendres sont toujours présentes aujourd'hui sous les pieds de ses habitants. Cette mémoire est désormais enfouie, recouverte par le béton de la reconstruction.
Et au milieu de la place de l'Hôtel de Ville, la tour de la nouvelle mairie culmine à 72 mètres au-dessus du centre reconstruit. Signé par Auguste Perret et Jacques Tournant, ce bâtiment fut un sujet de discorde entre un architecte imposé par le gouvernement et une municipalité hostile à son projet. Plus de 20 plans furent proposés avant que la tour ne soit validée. Mais à force de discussions et de compromis, les élus locaux vont accepter de faire plonger la ville dans la modernité. Devant la mairie, cet ensemble de bâtiments symétriques est le premier à sortir de terre à partir de 1946. C'est enfin le début de la reconstruction. Et les équipes de Perret portent une attention toute particulière à ces immeubles de logement qui vont servir de modèle pour tout le chantier. Au lieu d'ériger des murs en briques, comme cela se faisait avant la guerre, les architectes dessinent des ossatures porteuses, formées par des poteaux, des poutres et de grandes dalles pour constituer les planchers étage après étage. En façade, les murs sont remplis par des panneaux dans lesquels un emplacement est prévu pour les ouvertures extérieures. Ce système simple permet de construire des bâtiments plus hauts tout en optimisant les espaces. On peut enlever les cloisons à l'intérieur. C'est entièrement modulable. Et les parements de façade, de la même façon, peuvent être percés ou pas. Donc, il y a très peu d'éléments porteurs qui sont donc ces éléments de poteaux sur des dalles. Et c'est un système constructif qui, aujourd'hui, est utilisé énormément dans les constructions contemporaines, hein. Les premières dizaines de logements sont livrés à partir de 1951, 6 ans après la fin du conflit. Fenêtres verticales pour faire entrer la lumière de chaque côté. Cuisine indépendante et centralisée. Salle de bain et toilettes. Chauffage collectif dans toutes les pièces à vivre, le séjour, les chambres et le bureau. En réorganisant les espaces de vie, Perret souhaite établir une vision plus progressiste de la société. La femme ne doit plus être reléguée dans son trou. Ses travaux ne doivent pas l'empêcher de participer à la vie de famille. De là, la conception des logis que je bâtis au Havre, qui est caractérisée par ce que j'appelle le séjour, c'est-à-dire une grande pièce commune où tient toute la vie familiale et qui comprend la cuisine. Il faut en finir avec l'esclavage domestique des femmes. Même si on dormait à plusieurs dans les chambres, puisque les gamins n'avaient pas tous une chambre par enfant, on était plusieurs, parce qu'en plus il y avait un baby-boom, hein, une densité de gamins partout, mais donc il y avait quand même une qualité de vie qu'on n'avait absolument pas avant, hein. Pour les quelques chanceux qui sont relogés, c'est un saut dans le confort. Mais pour tous les autres, les camps provisoires deviennent de vrais bidonvilles. Le Havre est alors un immense chantier où les enfants du baby-boom jouent dans les terrains vagues. J'ai honte. Je me sens exclue, montrée du doigt. Mais on n'y peut rien, nous, si nos maisons ont disparu. Au début des années 50, 10 000 familles attendent toujours un nouvel appartement. Pour reloger plus vite les sinistrés, les équipes de Perret vont accélérer les travaux, notamment sur l'avenue Foch, la frontière symbolique entre l'avant et l'après-chaos. D'est en ouest, elle relie la place de l'Hôtel de Ville à l'océan. Sur cette artère modèle, Auguste Perret a aligné les immeubles avec une réelle rigueur mathématique, puisque tous les éléments sont proportionnels. Chaque bâtiment est large de 6,24 m, tandis qu'une fenêtre en mesure exactement 1/6. Auguste Perret a basé son travail sur une mesure étalon, et à partir de ça, il a défini les îlots, les portées des bâtiments qu'il construisait. Tout est multipliable par 6,24 ou divisable. On a comme ça une mesure étalon qui sert de repère et qui donne cette unité à la ville. Après la guerre, cette longueur est précisément la taille maximale d'une poutre porteuse compte tenu de la résistance du béton armé. Avant d'être un architecte renommé, Auguste Perret est un constructeur et un précurseur de ce matériau encore très peu utilisé.
Ce savoir-faire va lui permettre d'industrialiser la fabrication et de multiplier les chantiers. Toutes les parties porteuses des bâtiments sont laissées apparentes et uniquement faites en béton, armées de ferraille pour plus de solidité. Il a affiné complètement les techniques du béton, il lui a donné ses lettres de noblesse. Il l'a utilisé comme on aurait pu utiliser le marbre à une autre époque. Mon béton est plus beau que la pierre. Je le cisèle, je le travaille. C'est le moyen actuel de satisfaire le plus économiquement possible aux besoins des hommes. Au début, le béton est mélangé puis coulé sur le chantier. Mais comme tous les éléments constructifs ont les mêmes mesures, ils vont être de plus en plus préfabriqués en usine, puis assemblés sur place. Après la guerre, alors qu'il y a des pénuries de matériaux et peu d'argent, le béton et la standardisation permettent de reloger de façon plus rapide les populations dans le besoin, tout en limitant les coûts. Pendant 18 ans, plusieurs architectes respecteront les principes dictés par Perret afin d'ériger près de 12 000 nouveaux appartements. Mais malgré ce tour de force, il n'y aura pas de place pour tous les sinistrés. Il y a moins d'appartements reconstruits que ceux qui ont été détruits. Et seuls les anciens propriétaires sont indemnisés avec des dommages de guerre. Les anciens locataires, les dockers et les marins sont exclus de leur quartier et relogés dans des HLM en périphérie. Dans le centre, la population est divisée par 3. Auguste Perret, décédé en 1954, ne verra pas la fin de son chantier. Quand les travaux se terminent 10 ans plus tard, les Havrais rejettent cette nouvelle ville minérale et sans âme, si différente de celle d'avant-guerre. Ils n'apprécient pas les bâtiments, trop monumentaux, ni les références au temple grec. Mon père, je me souviens, lui parler de cette ville qu'il aimait avant qu'elle soit détruite. Oui, on est gamin, on vit dans une ville avec des beaux monuments. Le rejet, effectivement, le rejet de cette libération vient de cet anéantissement aussi, de ce moment où finalement on efface une partie de son passé, quelque part, de sa jeunesse. Voilà, il avait du mal à accepter cette ville telle qu'elle était reconstruite par rapport à ce qu'il avait pu connaître. Mais ça, c'était pas le seul. Je ne reverrai plus ma ville. Je ne la reconnais plus. Tout se ressemble et je me perds. C'est triste et austère, balayé par les courants d'air. C'est comme si on m'avait enlevé une partie de moi-même. Pour la plupart des habitants, la reconstruction est vécue comme un nouveau traumatisme. La ville reste vide et inerte. Tandis que la mairie devient communiste, l'image du Havre se dégrade. Le Havre a été présenté jusque dans les années 60 comme le fleuron. Et puis tout d'un coup, dans les années 60, cette image est descendue et le Havre est devenu Stalingrad-sur-Mer. Voilà, ça a été complètement dénigré, décrié. La reconstruction, ça n'est pas que matériel, il faut dépasser le trauma. Il faut vivre la ville. Vivre, c'est habiter. On peut avoir des murs, mais si on ne s'investit pas, si on n'y est pas bien, si on ne les fait pas siens, c'est rien. Mais pour les Havrais qui ont connu le chaos, les blessures psychologiques sont très longues à cicatriser. Il y a des familles qui ont été tellement marquées qu'elles sont encore traumatisées, j'irais dire. Et elles transmettent à leurs petits-enfants une forme de traumatisme. Dans ma famille, on n'a jamais... mes parents n'ont pas évoqué le poids de ce qu'ils avaient vécu. Les bombardements eux-mêmes, ils n'en ont pas énormément parlé, mais il y a le fait aussi qu'ils n'habitaient pas dans le centre-ville, dans celui qui a été bombardé de façon si dramatique en 1944. Le chaos reste gravé dans la mémoire collective, mais également dans le paysage urbain. Sur les hauteurs de la ville, les immeubles de briques et les grandes maisons bourgeoises du 19e siècle ont échappé aux bombes et contrastent avec l'uniformité du centre reconstruit. Nous sommes en face de Saint-Joseph, donc nous sommes au-dessus du triangle Perret, l'hôtel de ville, Saint-Joseph, la plage.
Et ici, à droite, nous avons une série de villas de négociants qui se poursuivent tout au long de la côte. Dans la ville haute, autour de la rue Félix-Faure, plusieurs positions occupées par les soldats allemands sont toujours visibles, comme le fort de Sainte-Adresse et celui de Tourneville. Sous des villas et des immeubles, ou au détour d'un mur, ces anciens blocos sont une mémoire discrète, mais encore intacte de la place forte qu'était Le Havre. On a bien effectivement ce contraste-là entre ce qui aurait dû être bombardé d'un point de vue stratégique, en ce qui concerne les principales défenses allemandes et le lieu où se situaient les commandements, et puis la ville basse, dans laquelle il n'y avait pas véritablement d'intérêt stratégique à bombarder, mais qui a été la principale cible des bombardements britanniques. La reconstruction de Perret n'a pas effacé le destin tragique des Havrais. La ville haute témoigne de l'erreur de l'aviation britannique et la nouvelle ville basse incarne la souffrance des dizaines de milliers de civils. Mais au cœur de cet espace orthogonal de béton, un bâtiment va permettre de dépasser peu à peu ce traumatisme en donnant une nouvelle identité à la ville. 107 mètres de haut, dont 72 mètres de clocher, 50 000 tonnes de béton pour 700 tonnes d'acier, 6 500 vitraux colorés imaginés par l'artiste Marguerite Huret. L'église Saint-Joseph est comme un phare qui émerge du milieu urbain. Avec sa tour-lanterne aux allures de gratte-ciel new-yorkais, c'est le chef-d'œuvre majeur d'Auguste Perret. Elle remplace l'ancienne église Saint-Joseph, réduite en poussière par les bombardements de septembre 1944. Les travaux sont financés par le clergé et commencent en 1951. Mais bâtir un ouvrage de ce poids sur le sol sablonneux et marécageux du Havre demande plusieurs prouesses techniques. L'immense clocher octogonal repose sur une ceinture poutre située à sa base, qui est elle-même appuyée sur 4 immenses pylônes. Pour supporter une charge de 1100 tonnes chacun, ces pylônes sont constitués de 4 piliers de 1,30 m de côté, reliés par des croix de Saint-André pour empêcher les déformations latérales. Chacun des 4 pylônes repose enfin sur une semelle de béton et 12 pieux enfoncés à 15 mètres de profondeur. Les travaux seront terminés par Raymond Audigier, un architecte local, et le monument sera alors plus vite accepté par les Havrais. Au début, je n'ai pas compris. Laissons les gratte-ciel aux Américains. Mais quand je suis entrée à l'intérieur, j'ai été saisie. Et surtout, quel bonheur de pouvoir retourner à l'office. C'est une bonne raison de revenir dans ce centre-ville. Les habitants choisissent finalement de dédier Saint-Joseph aux victimes civiles des bombardements, mais aussi aux bâtisseurs de leur nouvelle ville. Le clocher devient un symbole de renouveau. Désormais, les Havrais ont enfin tourné la page. Il leur a fallu plus de 2 générations pour se réparer psychologiquement, accepter leur destin tragique et réinvestir leur centre-ville. C'est finalement en 2005, 60 ans après sa destruction, que Le Havre prend un nouvel envol quand l'UNESCO choisit de protéger ce patrimoine mondial de l'humanité. Nous avons réussi. Nous sommes sortis de l'effroyable chaos. Nous avons échappé à la désolation et la mort. Quel hommage, quelle fierté pour notre ville. C'est une ville séduisante aujourd'hui. Évidemment, il faut aimer le modernisme, justement. Mais c'est une ville qui est devenue une ville de couleurs. Maintenant, on est dans une nouvelle génération qui n'a pas connu cette ville avant et qui accepte cette ville telle qu'elle est aujourd'hui. Même rebâti, Le Havre a pris du temps pour digérer sa tragique histoire. Remplacer des briques par du béton est plus facile que reconstruire une mémoire meurtrie. Tout ce qui était autour du bâti, proprement dit, tout cela, et rendre un peu à la ville son âme, ça a pris beaucoup plus longtemps. Son architecture ne laisse pas indifférent. Le style interpelle. Cette nouvelle ville témoigne en elle-même d'un passé apocalyptique, même s'il a été enfoui sous le bitume et le béton.
ce centre raconte aussi les 30 Glorieuses, avec ses contraintes matérielles, ses problématiques sociales et ses idéaux de modernité. Le Havre après le chaos est à la fois une ville martyre et une ville concept.